Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer aujourd'hui la deuxième partie de notre cours qui concerne l'étude du mouvement des satellites artificiels et des planètes, tout en commençant par un petit rappel de la force de gravitation universelle. Pourquoi la force de gravitation universelle? Parce que dans cette étude, on va admettre que la force de gravitation universelle, la seule force qui va intervenir dans le mouvement des planètes et des satellites. Je souligne sur le mot on va admettre parce que dans la réalité, il y a d'autres forces. Mais dans votre niveau, on va se limiter à une force qui est la force de gravitation universelle. Bon, la loi de gravitation universelle s'annonce comme ceci. Donc, deux corps A et B de masse respectivement MA et MB, séparés par une distance AB, exercent l'un sur l'autre des forces d'interaction gravitationnelle attractives. FA sur B, c'est-à-dire la force exercée par le cours A sur le cours B, et la force FB sur A, c'est-à-dire la force exercée par le cours B sur le cours A. Comme vous le voyez ici dans le schéma, on a choisi un vecteur unitaire UAB dirigé de A vers B. Alors, la force FB sur A a le même sens que le vecteur unitaire UAB, et la force FA sur B a un sens opposé à celui de UAB. Donc, ces deux forces ayant la même droite d'action et ils ont deux sens opposés et ils ont la même intensité, ce qui va nous permettre d'écrire la relation de la loi de la gravitation universelle comme ceci. Donc FA sur B égale moins FB sur A égale moins G MA, la masse du corps A fois la masse du corps B sur le carré de la distance qui sépare les deux corps. Avec FA sur B, la force de l'objet A sur l'objet B en newton, aussi que la force exercée par le corps B sur le corps A. G, c'est une constante, c'est la constante de gravitation universelle, sa valeur. Et MA, MB, les deux masses en kilogrammes. AB, la distance qui sépare les deux objets en mètres. Et le vecteur unitaire UAB dirigé de A vers B. On va admettre aussi dans notre étude que la trajectoire d'une planète autour du Soleil est circulaire. On va se limiter à l'étude de cas où la trajectoire est circulaire. Donc, pour cela, on va considérer une planète P de masse MP tourne autour du Soleil de masse MS et de centre d'inertie S. Donc, le référentiel adéquat pour étudier ce mouvement est le référentiel héliocentrique qui est galiléen. Comme on a dit dans le rappel, la seule force qui s'exerce sur la planète est la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Il s'exprime par la relation ou bien la formule suivante. Fs sur P égale moins G MP fois ms sur R
au carré, r au carré, le rayon de la trajectoire circulaire, c'est-à-dire la distance SP, la distance qui sépare les deux centres d'inertie du Soleil et de la planète, c'est-à-dire le rayon de la trajectoire circulaire, fois USP, le vecteur unitaire, dirigé de S vers P. Puisque le référentiel héliocentrique est galiléen, on peut appliquer la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces extérieures égale MP fois le vecteur AP. On a admis que la seule force qui s'exerce sur la planète est la force d'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire que Fs sur P égale à MP fois AP. On va maintenant remplacer Fs sur P par son expression. On obtient l'expression suivante, ce qui va nous permettre de simplifier par la masse de la planète. Donc on obtient finalement l'expression du vecteur accélération. On va détailler l'explication ici pour bien comprendre ce qui suit. On a obtenu l'expression de l'accélération AP égale moins G ms sur R au carré fois le vecteur unitaire USP. Donc on constate que le vecteur accélération et le vecteur unitaire USP ont deux sens opposés. Regardez le schéma. Donc dans la base de freinée, on a le vecteur unitaire I, c'est un vecteur tangent, et le vecteur normal N est perpendiculaire à I et dirigé vers le centre de la trajectoire. Dans la base de freinée, l'accélération possède deux composantes, la composante normale et la composante tangentielle. Et puisque ici AP et USP ont deux sens opposés, ça signifie que l'accélération AP il est centripète, c'est-à-dire il est dirigé vers le centre du Soleil. Ça veut dire que l'accélération est perpendiculaire à AI, ce qui donne que la composante tangentielle il est nul. Ce qui va nous permettre d'écrire que l'accélération égale la composante normale, V au carré sur R fois le vecteur unitaire N. Et puisque le vecteur unitaire N et le vecteur unitaire USP ont deux sens opposés, ce qui va nous permettre d'écrire que AP égale moins V au carré sur R fois USP. Revenons maintenant à cette expression. Donc, on a dit que le vecteur accélération et le vecteur unitaire USP ont deux sens opposés, c'est-à-dire que l'accélération est centripète, ce qui va nous permettre d'écrire que AP égale à V au carré sur R fois N égale aussi moins V au carré sur R fois le vecteur unitaire USP. Regardons maintenant les deux expressions. On peut écrire par la suite que l'accélération égale moins GMS sur R au carré fois USP, aussi égale moins V au carré sur R fois USP, ce qui va nous permettre de simplifier par le vecteur unitaire USP, et aussi on va simplifier par le signe moins. On obtient GMS sur R au carré égale V au carré sur R. On va simplifier ici par le R, on obtient V au carré égale GMS sur R. Alors, la vitesse du centre de la planète est alors V égale à la racine carrée de GMS sur R. Cette valeur est constante. Donc, on a admis au début que la trajectoire est circulaire et on a trouvé que la vitesse est constante. Donc, puisque la trajectoire est circulaire et la valeur de la vitesse est constante, donc on peut conclure que le mouvement du planète autour de la Terre est circulaire uniforme. Puisque ce mouvement est circulaire uniforme, il est périodique. Passons maintenant à définir qu'est-ce que ça veut dire la période de révolution T. Donc tout d'abord le mouvement de révolution. Le mouvement de révolution, c'est le mouvement que possède un astre tel la Terre autour d'un corps central comme le Soleil. C'est-à-dire le mouvement de révolution par exemple de la Terre, c'est le mouvement
de la Terre autour du Soleil. Ce mouvement est périodique, donc il se caractérise par la période de révolution T, qui est la durée nécessaire d'un tour complet de son centre dans son mouvement autour du Soleil. Pour la Terre, la période de révolution T égale à 365,25 jours. Trouvons maintenant l'expression de T. Donc par définition, T égale 2PR sur V. Remplaçons ici V par son expression qu'on a obtenue précédemment. Donc T égale 2PR sur la racine carrée de G fois MS sur R. Ce qui est équivalent à écrire que T égale. C'est-à-dire que T égale. Donc on peut écrire cette expression sous la forme T sur 2P égale la racine carrée de R au cube sur G fois MS. Donc, on peut enlever la racine carrée et ça va nous permettre d'écrire que T au carré sur R au cube égale 4P au carré sur G fois MS égale à une constante K. Rappelons cette expression, ça ressemble à la troisième loi de Kepler dans le cas où la trajectoire est circulaire. Avec K, c'est une constante qui ne dépend pas de la planète. Elle dépend de la masse de l'astre central, c'est-à-dire de l'astre attracteur. Elle ne dépend pas du planète étudiée. Passons maintenant à étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Donc, on étudiait le mouvement d'un satellite autour de la Terre, considérant le satellite artificiel S dans son mouvement autour du Soleil. On va considérer aussi que la trajectoire est circulaire de rayon R avec R égale à RT, le rayon de la Terre plus Z, l'altitude du satellite artificiel. Donc, dans ce cas, le référentiel convenable pour l'étude, c'est le référentiel géocentrique. La seule force ici, comme avant, on admet que la seule force qui intervient ici, c'est la force d'attraction gravitationnelle. Donc, cette force a pour expression moins G fois M, la masse du satellite fois M, la masse de la Terre sur R au carré fois le vecteur unitaire N, avec N, le vecteur unitaire normal de la base de Freinet, et R est la distance entre le centre de la Terre et le centre d'inertie du satellite. On applique la deuxième loi de Newton et on va obtenir la vitesse égale à G mt sur R, avec ici mt la masse de la Terre. Donc cette valeur est constante et on a admis que la trajectoire est circulaire. Donc on peut dire que le mouvement du satellite est un mouvement circulaire uniforme. Puisque ce mouvement est circulaire uniforme, il est périodique, il est caractérisé par la période de révolution qui a la même expression que celle de la Terre autour du Soleil, dans son mouvement autour du Soleil. La seule différence ici, on a remplacé la masse du Soleil par la masse de la Terre, c'est-à-dire toujours ici la masse de l'astre attracteur, بمعنى للدور المداري نفس التعبير، فقط هنا نكتب كتلة الكوكب الذي تنجز حوله الحركة. Donc on remplace R ici par son expression, on obtient l'expression de la période de révolution suivante. L'avant-dernière paragraphe de ce cours, c'est la satellisation. الاستقمار يعني عندما نريد وضع قمر في مداره حول الأرض. La définition. La satellisation consiste à mettre un satellite sur son orbite autour de la Terre en lui communiquant une vitesse lui permettant
d'avoir un mouvement circulaire avec la vitesse initiale qu'on lui communique. C'est V0 égale la racine carrée de J fois MT sur RT plus Z. La dernière chose, c'est les satellites géostationnaires. الأقمار الساكنة بالنسبة لملاحظ أرضي. مثال نايل سات. Ces satellites sont fixes. On dit que ces satellites sont fixes, c'est-à-dire sont stationnaires par rapport à la Terre, c'est-à-dire par rapport à un observateur sur la Terre. Pour que ce soit le cas, il faut que, c'est-à-dire pour que les satellites soient stationnaires, il faut que ces trois conditions doivent être vérifiées. La première condition, c'est que les satellites décrivent un mouvement circulaire uniforme dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres et il évolue dans un plan contenant l'équateur. Il tourne dans le même sens de rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles. Leur période de révolution des satellites soit exactement égale à la période de rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles, c'est-à-dire T satellite doit égal à la période propre de la rotation propre de la Terre autour de lui-même. سأحاول شرح هذه الفقرة باللغة العربية. الفقرة تتحدث عن الأقمار الساكنة بالنسبة للأرض، يعني الأقمار الساكنة بالنسبة لملاحظ أرضي. مثال القمر نايل سات. لكي تكون الأقمار ساكنة بالنسبة لملاحظ أرضي يجب أن تتحقق ثلاثة شروط. الشرط الأول هو أن هذه الأقمار يجب أن تكون لها حركة دائرية منتظمة في مستوى خط الاستواء، في مستوى خط الاستواء. والشرط الثاني يجب أن تدور هذه الأقمار في نفس منحى دوران الأرض حول نفسها. والشرط الثالث هو يجب أن يكون دورها المداري، يعني المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة، يجب أن يكون هذا الدور مساويا للدور الخاص لحركة الأرض حول نفسها، يعني يجب أن يكون مساويا ل24 ساعة. وبهذا نكون قد أنهينا الدرس الأول من سلسلة الدروس عن بعد. أستودعكم الله وإلى اللقاء.